Ok, euh, j'espère que ça a commencé. Un, deux, trois. Bonjour, bonsoir à tous, dépendant de l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Parce qu'il paraît la connexion dérange un peu, donc faire en ligne sera un peu difficile pour nous et l'interaction sera un peu coupée. Mais bon, on va essayer de faire la vidéo, envoyer la vidéo, après faire une séance de questions-réponses, même si c'est juste dans le groupe WhatsApp. Bon, moi c'est Ndé Dylan, comme vous pouvez le voir sur la photo et sur la présentation. Je suis un ancien lead du GDG On Campus, qui est une filiale toujours du GDG Programme et fondateur de Nerala. Nerala qui se veut être cette application d'apprentissage des langues et cultures locales. Donc, c'est-à-dire que ce soit le Fufudé, que ce soit le Boulou, que ce soit le Gomala, en fait, n'importe quelle langue, d'une manière intuitive, d'une manière gamifiée et simple. Aujourd'hui, on va un peu perdre quelques temps sur un thème précis qui est le RAG. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais on va essayer de décortiquer cela et de regarder ce qui se cache derrière le capot. Dans ma présentation s'intitule RAG, The Key to Supercharging Your LLM. Un petit quick note, la présentation elle est écrite en anglais, mais je vais parler et expliquer en français. Comme ça, je sais que, ok, j'adresse au moins les deux côtés. S'il y a aussi des gens qui parlent anglais, ils ne sont pas totalement perdus. Et s'il y a les gens qui parlent juste français, ils ne sont pas aussi totalement perdus. On sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que l'IA? Vu que de nos jours, c'est le thème qui chauffe, on va pas se mentir. Mais peu de gens savent vraiment ce que c'est que l'IA. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit interactif, mais bon, comme c'est un recording, on va pas trop perdre de temps. J'avais quatre réponses ou quatre propositions de réponses pour que c'est qu'une IA. Donc, de nos jours, lorsqu'on parle d'IA, dans la tête, ça vient souvent plus, ok, c'est un chatbot. D'autres, c'est un robot qui va nous remplacer. Pour d'autres, un peu plus technique, c'est un monstre de données. Pour d'autres, un peu moins technique, mais toujours dans le domaine du technique, c'est une technologie. Donc, notre présentation d'aujourd'hui va tourner autour du RAG. Mais avant d'arriver au RAG, on va toucher d'abord, on va d'abord toucher ce que c'est que l'IA, ce que c'est que les LLM. Donc, en parlant d'LLM, je pense que vous connaissez les différents LLM qu'on a aujourd'hui. Tantôt Gemini, tantôt ChatGPT, tantôt DeepSeek, tantôt. Et les jours en jeu, ils sont utilisés dans plusieurs domaines, dans plusieurs applications. Si vous avez par exemple entendu récemment Google Stitch, qui est un LLM complètement basé et qui vous permet de générer des designs Figma compatibles en juste quelques prompts. Donc, vous arrivez, vous dites, je veux un design qui parle d'un site qui fait ci, qui fait ça, bam. Et vous générez un design complet que vous pouvez modifier ou importer même dans Figma. Pour le coding, on a Gemini, Gemini CLI, Gemini EDK et toute la suite de Gemini Gemma, tous les modèles là, des LLM qui sont disponibles. Même dans le domaine médical, on voit MedPalm LM, qui est aussi un LLM, mais centré plus dans le domaine médical. Et il y en a vraiment des tonnes de démonstrations ici du pouvoir des LLM. La question qui se pose, c'est qu'au fur et à mesure que ces LLM deviennent de plus en plus performants, de plus en plus puissants, il y a un truc ou il y a une question qui ne fait que remonter. Certes, ces LLM nous permettent de faire des trucs en une vitesse folle, donc de manière très rapide, mais se pose la question de responsabilité. Donc, en utilisant ces LLM, on doit toujours penser côté responsabilité. Est-ce que c'est écologique pour la planète? Est-ce que la manière dont on utilise ces LLM cadre avec l'éthique? On ne va pas juste utiliser juste pour utiliser. Donc, toujours dans l'utilisation de LLM, toujours dans la manipulation à travers les différents outils, on garde toujours cette partie de responsabilité. Et je pense, dans mon sens, que pour garder cette partie de responsabilité, on commence d'abord par comprendre la chose. Donc, c'est pour ça qu'avant d'atterrir sur le rack, on fait un petit détour sur les LLM. Donc, un LLM, pour juste simplifier, ces trois lettres, Large Language Model, un modèle de langage géant ou un large modèle de langage. Le large est juste là pour signifier que bon, le modèle était entraîné avec une très très grande quantité de données.
Le language dit qu'il comprend le langage naturel, c'est-à-dire peut-être le français, le fouillé, l'anglais et d'autres langues, comme récemment annoncé. Et le modèle, c'est cette fonction magique qui prend juste en entrée un certain input et fait un processing et nous retourne un certain output. Maintenant, en ayant cette visualisation complète, ce qui va nous aider dans notre processus de RAG, c'est le LLM de 1. Il y a un autre thème très clé qui est la tokenisation. Donc, sur ce diagramme, j'ai essayé d'expliquer ce que c'est que la tokenisation. La tokenisation, basiquement, c'est juste de prendre cette longue phrase, une longue phrase, que ce soit un texte, que ce soit un paragraphe, et découper cette phrase, ce texte, ce paragraphe en sous-mots ou oui, en sous-mot ou en mot lui-même. Comme vous allez le voir, def était groupé en def et en fest. Il est resté comme c'était, really, really, on a groupé really comme real et comme li, etc., etc. Et cette tokenisation va nous permettre à la suite, on va le voir, à la suite de pouvoir donner un sens au LLM. Vu que le LLM n'étant pas un humain, il ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit. Donc, on a ce principe de tokenisation qui nous sera vraiment très utile. Et on a notre troisième principe qui forme vraiment le pilier de ça, les embeddings. Les embeddings, pour faire bref et pour faire un peu une représentation visuelle, c'est genre vous avez vos tokens, vous avez vos mots et vous allez mapper ces différents mots à des vecteurs. Donc, chaque mot ou chaque partie de mot va maintenant représenter un certain vecteur. Vous pouvez le voir, le mot def a été représenté par ce vecteur. Le vecteur peut être une très grande dimension. Donc, là, on parle des centaines, voire des milliers de dimensions. Et chaque token ou chaque mot est associé à un certain vecteur. À la fois, on aura une suite de vecteurs. Et comme on l'a vu ou comme on le connaît, une suite de vecteurs, on peut essayer de représenter ça mathématiquement comme ou comme une matrice en fait, vu qu'on a déjà des colonnes et des lignes. Bon, en ayant ces trois thèmes techniques en tête, c'est-à-dire les LLM, la tokenisation et les embeddings, on peut maintenant passer au vif du sujet qui est vraiment le RAG. Donc, qu'est-ce que le RAG en bref? Et cette partie sera un peu plus interactive, un peu plus technique. Donc, je vais revenir ici. Ah, ok. Pour voir ce que c'est que le RAG, n'est-ce pas, on va utiliser plusieurs outils. Plusieurs outils. On va utiliser Gemini que vous connaissez déjà, je suppose. Oui, on va utiliser Gemini. Ça, c'est juste une représentation des embeddings. Donc, chaque mot transformant une série de vecteurs ou une série de nombres. On va utiliser Gemini. On va utiliser aussi toujours Gemini pour les embeddings. On va utiliser un nouveau truc, ChromaDB. ChromaDB, c'est la base de données. On va en venir. On va utiliser un IDE. Mais dans notre cas, on va utiliser Visual Studio Code. On va utiliser quelque chose directement en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, on va utiliser Google Colab. Google Colab, en fait, c'est un environnement en ligne qui nous permet d'exécuter du code de Python sans avoir besoin d'installer Python dans notre machine. On arrive, on met un code de Python, on l'exécute. Google nous fournit les serveurs gratuitement, on exécute, on teste, on avance rapidement. Donc là maintenant, je vais d'abord partir sur Google Colab, vu que c'est ça qu'on va utiliser. Je suis actuellement sur Google Colab et le fichier CAD a été préparé, je l'ai partagé avec le lead du GDG, donc il va juste vous envoyer ça along with the recording. Donc, ici, on a notre notebook. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des fichiers longs qui contiennent et des textes et des bouts de code. Vous allez sûrement reconnaître pip install pour ceux qui font déjà du Python. Et la syntaxe est Python. Le texte, en fait, c'est juste du Markdown. Donc, pour faire bref, on était déjà à quel niveau? On était au niveau du RAG, proprement parlé. Et on a dit que RAG, sa définition, c'était Retrieval Augmented Generation. Donc, le processus de retirer, le processus d'augmenter et le processus de générer. Maintenant, pour explorer ce principe de RAG, on va utiliser les quatre outils mentionnés ci-dessous. Google Colab, là, on va écrire notre code. Gemini, qui sera notre LLM. Chroma, qui sera notre base de données. Et encore Gemini, mais cette fois dans l'embedding. Donc, je vais revenir sur mon collab. Je vais revenir sur mon collab. Vous allez voir, il y a des petites descriptions qui essaient juste de décrire à quoi le notebook, ce que le notebook va faire. Et comme on l'a déjà vu, le RAG, c'est un système qui a trois stages.
on a le stage de indexing, le stage là où on va récupérer quelque chose. Donc, on cherche quelque chose à travers un certain index dans la base de données. Il y a cette phase de lorsqu'on l'a trouvé, on va le retirer. Et lorsqu'on a retiré, on va maintenant régénérer un autre truc à partir de ce qu'on a retiré. Maintenant, pour notre, pour notre petit workshop, si on va déjà installer deux librairies Python. On va installer ChromaDB, ChromaDB qui représente ce chroma. ChromaDB, comme on l'a dit, c'est la base de données. Donc, ce qui va contenir en fait nos données en général. On va installer Google Gen AI, qui est un package Python qui nous permet d'interagir avec la famille de modèles Gemini. Dans tous les modèles Gemini, il y a un package Python que l'équipe de Google a mis en place, qui est Google Gen AI. Donc, je vais exécuter cette cellule. Vous pouvez exécuter la cellule en cliquant sur le bouton Run, ce qui va exécuter la cellule. Et lorsque ce sera exécuté, vous allez voir le checkmark, le green checkmark, bon, le vert qui dit correct ici. Ceci va juste installer ChromaDB et Google Gen AI. Par la suite, on va importer de Google, on va importer Gen AI. De Google Gen AI, on va importer des types et on va juste importer une fonction Markdown. Donc, je vais exécuter aussi la cellule-ci. Je vais l'exécuter. Maintenant, pour pouvoir utiliser nos LLM, comme dans n'importe quel LLM, il nous faut une clé d'API. Une clé d'API qu'on obtient auprès de Google, qu'on obtient auprès des providers de LLM. Et dans notre cas, comme on utilise Google, il y a Google AI Studio, qui est une plateforme qui nous permet de créer des projets, créer des clés d'API, tout ça là-bas. Donc, je vais juste partir sur Google AI Studio. Je laisse ouvert ici. OK. Et ça, c'est l'interface de Google AI Studio par défaut. Donc, dès que vous arrivez et que vous avez connecté votre compte, vous êtes tombé sur un truc similaire. Moi, ce que je veux, c'est créer une clé d'API. Donc, je vais cliquer sur Get API Key. Ça va changer. Voici le bouton Create API Key. Vous allez voir, j'ai quelques clés déjà que je peux réutiliser. Ou je peux juste cliquer sur Create API Key. Je vais donner une clé nom defest-marois-2025. Ok, je vais sélectionner un projet Google Cloud. Je peux juste sélectionner ça. Et je crée ma clé. Ok, j'ai créé ma clé. Elle est ok, là voici. Oh, là voici ici en bas. Donc, je vais juste cliquer sur copier. Je copie la clé, je viens ici et je remplace. Donc, lorsque vous allez recevoir le fichier, vous allez vous-même créer votre projet et juste venir remplacer la clé ici. Dès que c'est remplacé, vous cliquez encore sur le bouton exécuter. Ça va s'exécuter. Maintenant, on va tester. Ce bout de code va nous permettre de lister les différents modèles qui sont disponibles dans Google Gen AI. Vous allez voir, on a deux catégories de modèles. Donc, si j'exécute déjà ce bout de code, ça va me donner le modèle qui me permet de générer du contenu dans le Generation part. Il y a Google Gemini 2.5 Pro Preview, 2.5 Flash, 2.5 Flash, 2.5 Pro, etc., etc., etc. Il y en a tellement. Il y a aussi les modèles open source comme Gema, et il y en a vraiment tellement. Il y a une deuxième catégorie, modèle embedding. Vous avez remarqué que ce mot embedding qu'on a eu à voir brièvement dans la présentation, donc si je reviens ici, c'est ici qu'on a vu embedding, prendre les mots et les transformer en vecteurs. C'est en fait ça le job de ce modèle embedding. Donc on a environ 1, 2, 3, 4 modèles qui vont nous permettre de prendre du texte et en retour, en sortie, nous donner des vecteurs. Donc on a 4 modèles pour faire ça. Je reviens juste, on a 4 modèles pour faire ça. Maintenant, les données, comment on travaille avec notre IA? Avec notre IA dans le RAG, on a dit que euh, notre RAG va nous permettre de prendre une question de l'utilisateur, envoyer un autre modèle, il va prendre cette question dans un contexte, il va faire une recherche quelque part, il va retrouver le contexte, il va faire la génération, et il va renvoyer la réponse. Donc, pour prendre un cas spécifique qui va nous permettre de visualiser vraiment à quoi c'est le RAG,
On va prendre le cas. On a des documents, on a des PDF en rapport avec des plantes médicinales et ce que les maladies que ces plantes médicinales peuvent soigner. Donc, par exemple, là, j'ai deux documents, j'ai trois documents, document un, document 2, document 3. Ce que je veux faire, c'est construire une application, construire un modèle IA qui va me permettre, en utilisant Gemini, que lorsque je lui pose une question, par exemple, j'ai mal à la tête, quelle plante médicinale puis-je utiliser? Gemini, comme il était entraîné aux États-Unis, n'a pas le savoir contextuel du Cameroun. Par conséquent, il ne connaît pas exactement la réalité du terrain. Or, si on a un PDF ou une source de données qui explique cette réalité du terrain, qui dit qu'au Cameroun, si vous avez mal à la tête, vous allez prendre feuilles de papaye, vous allez laver, vous allez piler, vous allez presser, vous allez boire. Vous voyez que si cette donnée est stockée dans un PDF, dans un truc, juste dans un dataset, on peut augmenter Gemini, c'est-à-dire on peut donner cette donnée à Gemini de telle façon que lorsqu'on va poser une question, j'ai le palu, je suis au Cameroun, qu'est-ce que je peux prendre? Il va être capable d'utiliser ce qu'on lui a donné et de nous produire une réponse qui est accurate par rapport à notre contexte. Donc c'est ça le but ultime du RAC. Vu que sans le RAC, lorsque vous allez poser par exemple la question, il peut vous sortir quelque chose qui est complètement complètement sans aucun rapport avec notre environnement. Comme par exemple, aux États-Unis, on peut prendre une autre plante médicinale lorsqu'on a mal à la tête et toutes ces choses dont les paramètres ne sont pas pris. Or, le RAC nous permet de donner ces paramètres au LLM et d'être explicite au LLM quant à ce qu'on veut qu'il utilise. Et cela peut vraiment s'appliquer dans plusieurs domaines, que ce soit la médecine, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le secteur de la finance, que ce soit dans le HR, Human Resource Management, etc. Comment on veut le voir. Donc ici, j'ai trois documents qui vont représenter mes données. Trois documents qui vont représenter mes données. J'ai le premier document qui parle d'une plante médicinale et qui dit dans quelle région elle est utilisée, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, pour traiter une grande variété de maladies. Et il y a tout un tas de descriptions sur cette plante médicinale jusqu'à la constitution chimique. Le deuxième document fait pareil avec une nouvelle plante. Et le troisième document fait aussi pareil. Il parle de l'ail cette fois, avec d'autres maladies et constitution chimique aussi. Donc, c'est ça qui va construire mes données. Et vous voyez tout en bas, j'ai juste créer une variable qui va contenir ces trois documents. J'exécute cela et dès que ça me signale le vert ici, je sais que c'est bon. Bon, là maintenant, comme on a nos données, on doit garder ces données dans une base de données. Et comme on a dit dès le départ, la base de données qu'on va utiliser, c'est Chroma. C'est Chroma qu'on a eu installé. Donc, on va utiliser ChromaDB. Maintenant, ChromaDB, c'est une base de données vectorielle, c'est-à-dire elle va juste garder les vecteurs. Or, dans notre cas, comme on a vu, nos documents, c'est encore du texte. C'est encore du texte. Et on a dit qu'on a un processus d'embedding. On a un processus d'embedding. Yes, the embedding. So with ChromaDB, we need a way to transform our text into vectors. And that is where we use the second category of models we saw here. We can use anyone from here. I will just take the first one, the embedding 001, or even embedding 005 is fine. We'll do Control C. Come down. So here we have our documents. After the documents, we install ChromaDB with pip install ChromaDB. So it's installing. After that, here we can select the embedding model we want to use. So we just said that, okay, we use the embedding 001. It's already given by Google. I select it. I think it is still installing. Oh, let me reconnect first. Oh, yeah, network is already disturbing. So, second. Ok, donc la connexion dérangeait. J'ai dû changer de connexion. Je pense que là maintenant ça va passer. J'ai installé ChromaDB. On peut voir le checkmark ici. Ça, oui, c'est installé des packages. J'ai installé ChromaDB qui est notre base de données vectorielle. Et en passant, il y a la documentation. En fait, j'ai mis le lien en documentation un peu partout. Donc, même après, lorsque vous aurez le notebook, vous pourrez reparcourir.
J'ai installé ChromaDB et maintenant ici, je dois sélectionner mon modèle d'embedding que je veux utiliser. Comme on a d'abord convenu, j'ai sélectionné le 001. Donc, je prends le 001. On peut aussi prendre n'importe quel autre. Je prends le 004 pour voir aussi. Et j'exécute juste la cellule. Ok, je vois le green checkmark, ça a exécuté la cellule. Maintenant ici, c'est là où j'importe vraiment ChromaDB. J'importe ChromaDB, je crée une base de données, un peu comme une base de données SQL. Le Gemini Function Embedding ici, c'est la fonction d'embedding ici en haut, si vous remarquez bien le nom de la classe. Donc c'est ça qu'on veut utiliser avec le modèle C pour pouvoir transformer tout notre texte-ci en vecteur ou en une base de données contenant juste des vecteurs et des nombres. Donc c'est ça que je fais ici. Je prépare la fonction que je veux utiliser. Je change juste le mode de la fonction document, vu que c'est le document que je vais passer. C'est pas des images, vu que oui, on peut aussi faire l'embedding des images, on peut faire l'embedding des audios, on peut faire l'embedding des vidéos, etc. Donc ici, j'instancie maintenant ChromaDB. Je crée juste un client et en utilisant ce client, je crée une collection qui a le nom de la base de données, donc le nom plante médicinale DB, et qui utilise ma fonction embedding function qui est notre Gemini, qui utilisait Gemini 004. Oui, Gemini 004. Bon, là, maintenant, je veux juste exécuter et me rassurer que tout est bon. Oui, j'exécute. Ok, tout est bon. Et cette dernière section de code, la boucle for, nous permet juste d'ajouter, itérer sur le document. Le document, si vous vous rappelez, c'est celui-ci qui contient nos trois documents. On itère sur ce document et à chaque itération, on va ajouter le document et on va ajouter son ID. On va visualiser ça plus tard, donc ne vous inquiétez pas. Si on essaie maintenant de compter le nombre de trucs qui se trouvent dans notre base de données, on va trouver qu'il existe trois trucs, non, nos trois documents en fait. Maintenant, je vais décommenter la deuxième ligne pour essayer de voir, de jeter un coup d'œil au deuxième document. Vous allez voir, ok, voici notre deuxième document. Vous allez peut-être reconnaître ce texte, le texte qui est en forme readable par l'être humain. Vous allez reconnaître tout le texte. Et avant ce texte, vous allez voir, on a notre attribut qui dit embeddings. Dans ce embeddings, on a un array. On a un array qui est lui-même un array qui contient des arrays de vecteurs ou des arrays de chiffres. Maintenant, ces arrays de chiffres, en fait, c'est juste des matrices. Vous voyez que lorsqu'on représente des matrices en Python, c'est juste des arrays à deux dimensions, donc des tableaux à deux dimensions. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc tout notre texte-ci a été transformé en un tableau à deux dimensions, je peux le dire, qui représente juste notre matrice d'embedding. Donc chaque texte, chaque bout de texte a été transformé en des mots. Vous allez voir moins 0, machin, positif, négatif. Mais des chiffres très très faibles. Et vous pouvez faire comme ça, vous pouvez regarder le premier document. À quoi ressemble le premier document, par exemple? Ok. Et vous voyez, c'est un peu pareil. Ici, on a toujours notre représentation en vecteur, en vecteur, en vecteur. Et on a le texte lui-même. On va juste collapse ça, pour que ça nous donne un peu d'espace. Et je passe maintenant au troisième processus, au prochain cell. Le prochain cell, ça va juste nous permettre d'avoir une meilleure vue sur nos données. Donc, j'utilise juste Panda et NumPy. Je crée un data frame et j'affiche le data frame. Vous allez voir, on a les ID. Par exemple, le premier, qui est l'ID 0. Voilà le texte dans le document qui est utilisé. Et voilà son embedding en sortie. Le deuxième, voilà le texte et voilà son embedding. Même chose pour le troisième. Donc, on a juste une meilleure représentation de la chose dans notre base de données vectorielle. Là, maintenant, on va essayer de poser une question. On va essayer de poser une question. Je vais juste rentrer les documents et voir quelles questions je peux poser en live. On dit que la grippe A et le virus de type B. Hmm, Je vais trouver juste une question. L'huile d'ail produit inversion marquée de changement métabolique. Je vais juste prendre l'huile d'ail, n'est-ce pas? Je vais prendre l'huile d'ail et ici dans ma query, je vais remplacer tout ça par huile d'ail.
je vais exécuter. Donc, je vais exécuter. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est de récupérer le contenu qui est relevant. Vous allez voir que j'ai juste mis l'huile d'ail. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rebalancé toute la partie là où on parle de l'ail, en fait. L'ail est un... Et si vous faites une recherche, à quelque part, vous allez tomber là où on écrit l'huile d'ail. Vous voyez? Donc, il a fait cette recherche dans la base de données vectorielle. Il a trouvé les parties qui sont relevantes. Et c'est ça qui nous renvoie. Nous, vous voyez, si un utilisateur tape l'ULDAI et qu'on lui balance ça, ça c'est tuer l'utilisateur, il va rien comprendre. C'est pour ça que après le getting the relevant document, on a un deuxième processus maintenant, qui est le processus de augmentation. Il y a generation qui vient aussi après. Donc, augmentation, c'est-à-dire, on va prendre le passage qui a été retourné, le passage relevant, c'est-à-dire tout le passage aussi. On va l'envoyer à notre LLM avec un prompt défini dès le départ. Donc, voici le prompt. On lui dit ok, tu es un agent informatif spécialisé dans la médecine traditionnelle. Ton objectif, c'est de répondre aux questions en utilisant juste les informations qui t'ont été fournies avec d'autres règles. On lui passe la question, query one line. Donc, on lui passe la question, query, qui est la variable question d'en haut aussi. Ici, j'avais juste dit l'huile d'ail. Je peux remplacer ça par l'Uldai ou du que fait l'Uldai. Voilà, ça c'est une question. Juste pour des raisons pour rester un peu que je mets le point d'interrogation à la fin. Donc, que fait l'Uldai? Et je regarde ma cellule, bien sûr. Que fait l'Uldai? Ok, ça me retourne au passage qui est relevant. Maintenant, je viens ici, j'exécute ça. Donc, ma query sera que fait l'Uldai? Il va se chercher toutes les new line. Il va remplacer les new line par le space. On a notre prompt qui établit d'abord un système prompt, passe en paramètre notre query et passe le passage relevant qu'il a eu à trouver. Maintenant, j'exécute ça et on va voir à quoi ressemble notre prompt. Donc, voici notre URL pour le texte qu'on avait mis par défaut. Voici ma question qu'on passe. Et voici le passage intéressant qu'on a réussi à voir grâce au modèle d'embedding. Maintenant, on passe au modèle ou à la partie de generation. Là, on va utiliser un modèle de génération de contenu. Et vous pouvez utiliser ici, voir les différents modèles qu'on peut utiliser. Je vais laisser le modèle par défaut 2.5 Flash. Je crois que j'ai accès à ça. Et je vais rendre ceci. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en utilisant le client là, en utilisant notre modèle, on va générer du contenu avec le prompt. Le prompt, le voici. Donc, blablabla, que fait l'Uldai? Et on lui a passé le contexte ou le passage. Mais il dit, d'après le passage, l'Uldai possède un puissant effet antibactérien. Vous voyez que là, Méni ne nous a pas donné une réponse trop grande ou une réponse trop hors du contenu. Et c'est exactement ça le but du RAG. Donc, le but du RAG, c'est vraiment de mettre du contexte dans le LLM. Et avec ça, on arrive au terme de notre présentation. Donc, si on doit juste récapituler ce que c'est que le RAG, n'est-ce pas? Ce que c'est que le RAG. Le RAG, c'est un processus à 3 étapes. On a le retrieval path qui, en utilisant une base de données vectorielle, va chercher du contenu qui est relevant. On a le augmented path qui, en utilisant le contenu relevant, en utilisant la question de l'utilisateur, et oui, contenu relevant, question de l'utilisateur et le prompt système, va construire un prompt général qui va augmenter la réponse du LLM. Et avec cette partie de augmented, ce prompt général, on va utiliser maintenant un modèle génératif qu'on va coupler à ce prompt et on va faire le generation path. Donc, c'est ce processus qui nous permet maintenant de rendre les IA plus aware of the context, donc plus dans le contexte. Maintenant, on peut avoir plusieurs applications, vu que ça c'était dans la médecine. On peut imaginer par exemple dans une banque, on veut une IA qui nous permet ou qui permet de donner l'état du compte de chaque utilisateur. Donc l'entreprise veut une IA que l'utilisateur pourra interagir avec. J'ai dépensé combien ce mois, j'ai eu à dépenser combien hier, combien me reste-t-il de compte. Prenons supposition que le client a donné accès à son compte dont il a
souscrit à l'IA, il a donné l'accès, donc il a dit qu'ok, l'IA peut avoir accès à cela et pour que ça me facilite les choses. Lui, il arrive, par exemple, sur un chat, un peu comme WhatsApp, il pose la question, ok, le dernier mois, j'ai eu à faire des dépenses, est-ce que tu peux me refaire un résumé de toutes les dépenses là? L'IA maintenant, par exemple Gemini, en disant le contexte qui est par exemple toutes les transactions passées de l'utilisateur, va trouver le mois, comme il a dit le mois passé. Disons que le mois passé c'était septembre. Il va, en utilisant le mot-clé septembre, trouver du contenu qui est relevant, utiliser ce contenu qui est le relevant avec le prompt system et à la question utilisateur, envoyer ça à Gemini. Gemini va utiliser tout ça et générer maintenant une réponse correcte et renvoyer à notre client. Et le client sera satisfait. On peut avoir plusieurs applications comme ça dans plusieurs domaines. Donc, ça ne s'arrête pas juste ici. Maintenant, après le RAG, comme vous allez voir, on a des améliorations de RAG. On a par exemple le RAG multimodal qui ne se limite plus juste au test, mais prend en compte le texte, l'audio, l'image, la vidéo. On a du agentic RAG qui utilise toujours le même procédé que le RAG, maintenant introduit un agent IA. On a plusieurs applications, plusieurs améliorations qu'on peut faire. Et je vais vous laisser le soin de découvrir cela par vous-même. Je vais arrêter la présentation là, je pense qu'elle est déjà assez longue et je serai en attente des questions. Dans les questions, que ce soit dans le groupe, que ce soit directement animé, que ce soit dans une autre réunion Google Meet, il n'y aura pas de souci. Till then, take care.